On va vous présenter des personnalités célèbres et c'est à vous de nous dire, à main levée, si c'est une personne, d'après vous, qui est intelligente ou inintelligente. Je pense qu'on commence à créer l'atmosphère qu'on cherchait un petit peu. Oui. Ne vous inquiétez pas, ça va s'empirer. Parce qu'avec la prochaine personne, déjà. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents et d'être aussi nombreux pour cette thématique, donc comprendre et valoriser les profils neuroatypiques. Donc, dans un premier temps, on va se présenter très rapidement avec Julien et on va démarrer donc, notre soirée sur diverses thématiques. Donc, pour ma part, je m'appelle Alicia Moreno. J'ai créé la société Storm Talent il y a maintenant 2 ans. C'est une société qui est à mon effigie, qui est à mes couleurs, qui a multiples casquettes. Et donc, c'est un organisme de formation spécialisé en ressources humaines, puisque c'est mon cursus. Initialement, j'ai validé un master RH. Au début de ma carrière, je me suis spécialisée dans la stratégie de recrutement et notamment la chasse de tête en ingénierie informatique. Et donc aujourd'hui, c'est différents services que je propose, comme la formation en ressources humaines, le coaching, que ce soit en équipe ou spécialisé forcément sur les profils neuroatypiques. Avec Julien. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Julien De Lopez. Je suis le fondateur de la société qui s'appelle Cameo. C'est un projet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 7 ans. Et nous, ce qu'on croit, c'est que les personnes qu'on a profilées et parcours atypiques ont énormément apporté à la société, au monde professionnel et à la société en général. Et notre but, c'est d'accompagner les particuliers et les entreprises dans le fait de mieux comprendre ces profils et de mieux les intégrer et faire en sorte aussi qu'ils fassent des choix qui soient plus alignés en fonction de leurs différentes compétences. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la neurodiversité, les profils atypiques. Et vous allez voir, on a pris un angle, on a choisi de prendre un angle justement un petit peu atypique pour l'occasion, au lieu de tout de suite rentrer dans le cœur du sujet, pour vraiment être sûr qu'on va rentrer, ne pas rester à la surface. On vous propose d'abord d'aborder différentes notions, 2 notions en particulier. Et on va commencer par la première, qui est la notion de normalité. Alors évidemment, vu qu'on est un petit peu fatigué de notre journée et de notre semaine, même si nous sommes que mardi et que c'était un week-end long, on va vous faire travailler. Donc vous avez eu des beaux post-it, normalement, vous avez de quoi écrire. Alors si vous pouvez juste garder un rouge et un jaune vierge, c'est cool. Donc pour ceux qui ont déjà vu la question, vous avez un peu plus que 2 minutes, parce qu'on va prendre le temps quand tout le monde est équipé. Mais voilà une question qu'on avait envie de vous poser. On va pouvoir échanger sur cette question. Donc allez-y, prenez les 2 minutes, et puis écrivez pour vous ce que vous considérez comme normal. Sur quoi vous basez pour ça. Vous avez le droit de tricher et demander à votre voisin. Hein. Et pas de Google et pas de ChatGPT ce soir, s'il vous plaît. Ok. Qui veut se lancer? Allez, vas-y. On t'écoute. Ouais, pour moi, être normal, c'est être pas comme tout le monde. Être normal, c'est être pas comme tout le monde. Ou comme tout le monde, tu veux dire. Comme tout le monde. Ok. Merci. Oui? Pour moi, la définition de normalité dans la société française actuelle, c'est être un homme blanc de 40 ans, CSP+, et non handicapé. Ok. Merci, Nicolas. Oui, Jocelyne? Ok. x2. Moi, j'ai noté que ça devait être dans un pourcentage très représentatif, suivant les critères nécessaires. Ok. Pour moi, c'est une conformité à une norme sociale que je qualifierais grossièrement de cerveau gauche prédominant. Ok. Et en tout cas, adapté au système, qu'il soit scolaire, entrepreneurial, voilà. D'accord, adapté au système. Pour moi, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, mais c'est aussi ne pas être original. D'accord. Donc un manque d'originalité. Franck? Correspondent à des caractéristiques communes au plus grand nombre, exemple les 70 ou 90% d'une courbe de Gauss, par exemple. Ok, on va pouvoir passer plus rapidement ces slides. Merci. Oui. Se fondre dans un moule tel quel. Ok.
Donc, se fondre dans un moule. Hein? Il y avait autre chose? Être? Une tarte. Une tarte? Ah oui, ok. Être une tarte. Ouais, j'ai mis moule, c'est bon ou pas? Ok, je pense que enfin, c'est super intéressant justement d'écouter la manière dont chacun va exprimer ce que évoque la normalité. On va évidemment pousser cette notion un petit peu plus en profondeur à présent. Pour commencer, justement, j'aimerais savoir si certains parmi vous, j'imagine une grande partie parmi vous, ont déjà entendu des phrases comme, par exemple, tu es trop ou pas assez. Ça vous parle? Ok. Est-ce que vous auriez quelques Fais exemples? rire au moins. À part trop chiant. Donc, tu es trop ou pas assez? Trop perfectionniste, ok. Trop speed, ok. Trop lente. Ok. Bon, très bien. Je pense que. Hein? Trop quoi? Sympa ça. Trop moche, trop nul. Trop moche, trop. Je sais pas. C'est la voix de la sagesse ce soir. C'est les cours de récréation. Trop compliqué. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend. Je pense que ça vous rappelle peut-être les années d'école, les collèges, etc. Trop grand, trop petit, trop maigre, trop dans la lune, trop premier degré, pas assez ci, pas assez ça. Sous-entendu, finalement, pas normal. Et chez les profils un petit peu, enfin, pas un petit peu, mais les profils atypiques, on peut rajouter des choses comme pas assez décidé, trop terre à terre, trop rêveur, ça a été dit, trop sensible, etc. Instable Non. aussi. Trop instable professionnellement. Trop instable, souvent, tout à fait. C'est des choses qu'on entend énormément, nous, parmi notre audience, parmi les gens qui prennent contact avec nous. Donc finalement, en plus de nos caractéristiques physiques qui sont passées vraiment au crible, il a fallu aussi se prendre quelques remarques sympas, quelques réflexions sur notre propre manière finalement de fonctionner. Alors aujourd'hui, on avait envie de creuser un petit peu cette question de la norme et de définir en quoi, qu'est-ce que c'est exactement la norme. Eh bien, la norme, vu que Franck l'a abordée, je pense que tu vas venir nous présenter. Je plaisante. La norme, en fait, ce sont des statistiques. On va parler effectivement de la cloche, donc la courbe de Gauss, qui représente de manière assez globale les statistiques. On va prendre par exemple la taille des hommes en France en 2020. Si on reprend cette courbe, on voit que ça va de 1,60 m à 1,90 m. On peut voir aussi que le pic de cette courbe de Gauss est aux alentours de 1,70 m, 74, pardon, précisément. Et donc, l'idée de Gauss, dans son analyse, c'est qu'il va prendre, je vais présenter celle d'après, c'est mieux, 2,5% du côté gauche et 2,5% du côté droit qui vont être considérés comme anormales. Quand on va reprendre l'intégralité de cette cloche bleue, on va dire que l'on est dans les normes. Est-ce que ça veut pourtant dire que si on fait 1,95 m, on va paraître comme étant quelqu'un de bizarre? Je ne suis pas sûre. Par contre, d'après les statistiques et d'après cette cloche, on va avoir une différence par rapport à cet ensemble qui est une norme. Mais ce qui est intéressant finalement aussi par rapport à cette norme, c'est qu'on on s'est rendu compte, on a fait des mesures pour un peu tout et n'importe quoi, tous les scientifiques. Et on s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'on devait étudier une répartition dans une population donnée, à chaque fois finalement, on avait cette courbe de Gauss, peu importe ce qu'on cherchait finalement à analyser. Donc ça peut être le poids, la pression artérielle, ça peut être la quantité de plaquettes dans le sang, ou un sujet qui va nous intéresser ce soir, le QI. Et à chacune de ces courbes de répartition, finalement, on a appliqué le même modèle statistique dont on a parlé juste avant. Le fait de dire que 2,5% à droite et 2,5% à gauche étaient considérés comme anormales, et la partie du centre, donc les 95% restants, étaient dans la catégorie normale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez finalement de ce modèle, mais moi je le trouve quand même intéressant. On peut penser qu'il est froid, qu'il est scientifique, etc. Mais finalement, il a permis, il a été utilisé par des médecins, des scientifiques, des psychologues, etc. pour faire sens finalement à une quantité de données incroyables qu'ils doivent traiter.
Donc on pourrait se dire que c'est trop froid, pas assez humain, tout ça, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est très naturel. C'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on fait nous-mêmes naturellement. En fait, c'est notre cerveau qui fait ça de manière naturelle. Mais la différence, finalement, c'est qu'il fait ça en considérant, il prend un échantillon qui est finalement l'ensemble des données qu'on a rencontrées, nous. Là où, finalement, les scientifiques vont prendre un échantillon qui est représentatif d'une population, nous, il va eh bien, voir ce qu'il a déjà expérimenté comme population de référence. Nos cerveaux, c'est ça qu'il va faire. Et c'est quelque chose de complètement naturel. On a besoin de le faire, finalement, pour préserver de l'énergie, pour éviter à chaque fois de se poser la question qu'est-ce qui est normal, anormal, etc., et pour gagner de l'énergie. Et ce qui est finalement, pourquoi on a fait ça au début, c'est pour pouvoir détecter les dangers. Parce que ce qui était anormal, ce qu'on détectait comme anormal dans la nature, à la base, c'était considéré comme dangereux. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui sont plus ou moins quand même sécurisées. Il y a eu un changement. Ce qui est anormal n'est plus dangereux, mais il y a plutôt un jugement de valeur, c'est-à-dire que ce qui est anormal est mauvais. On va l'appliquer, ce principe. D'accord ? Sauf dans certains cas, c'est ça qui est intéressant de voir, il y a toujours des exceptions à la règle, comme par exemple, si vous prenez le mannequinat, le fait d'être très maigre est plébiscité. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce qui était vraiment plébiscité. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des extrêmes, il y a des anormalités qui vont être considérées comme mauvaises et des anormalités qui vont être considérées comme bonnes. Si on prend par exemple le fait d'être trop sensible, trop émotif, ça va être quelque chose qui est considéré comme presque négatif. Et au contraire, quand on maîtrise ses émotions, pas comme moi ce soir par exemple, mais quand on maîtrise ses émotions, quand on est froid, quand on est calculateur, et finalement dans certains aspects de la vie, et notamment dans la politique par exemple, eh bien ça va être considéré plutôt comme un avantage. Enfin, en tout cas comme une qualité, comme quelque chose de bon. Donc c'est intéressant à voir. Et j'aimerais terminer rapidement cette notion par une petite histoire. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire, elle m'est arrivée la semaine dernière, donc c'est vraiment pas vieux. J'étais descendu à la cave, dans ma cave, pour déposer des couches. Hein, je descends en quantité, des prix intéressants. Bref, vous connaissez ça, ceux qui ont les enfants. Et donc, en remontant de ma cave, j'ouvre la porte et en face de ma porte, ça c'est Poutine, toujours, rien à voir. En face de ma porte, Poutine, incroyable. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Non, je en face de ma porte, chez moi, en face de la porte de la cave, il y a la porte de l'ascenseur. Et quand je l'ouvre un petit peu brusquement, il y a une personne qui était venue rendre visite à mon voisin du 3e et à qui j'ai fait vraiment peur en ouvrant la porte. Elle a sursauté, elle a eu peur. Et bon, on en a un petit peu rigolé après. Et puis on a pris l'ascenseur ensemble. Et elle m'a dit une phrase, et j'aimerais vous la partager ce soir. Elle m'a dit, vous m'avez vraiment fait peur. Heureusement que vous avez une tête normale. Ah, t'as la réponse à ta prochaine question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, après réflexion, finalement, je me suis posé, ça m'a fait me poser deux questions. La première, c'est sur quels critères on peut se baser pour dire que quelqu'un a une tête normale ou pas? C'est déjà la première. Attends, visiblement, c'est un homme blanc de CSP+, de 40 ans. Ça peut être ça. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est finalement comment je devrais le prendre. C'est intéressant de se dire, je pourrais le prendre. Tu veux nous partager quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais le prendre bien, tout à fait, en disant, mais finalement, je ne fais pas peur, je suis plutôt une tête normale. Et puis, je pourrais aussi me dire, mais finalement, je suis insipide, hein, je me fonds dans la masse, j'ai aucun trait finalement caractéristique et je suis comme tout le monde. Est-ce que j'ai envie de ça ou pas? C'est une question qui est très personnelle. Donc, pour faire le lien avec cette normalité et les ressources humaines, forcément, puisque de manière globale, si on est là, c'est que on est un petit peu dans le domaine des RH. On a encore une question pour vous. Donc, dans l'entreprise, au sein de votre entreprise, quelle situation la notion de normalité pourrait-elle limiter la reconnaissance de talents uniques? Donc, je vous laisse 3 minutes et on va en débattre. Donc là, nous avons terminé notre thématique sur la normalité. On aimerait basculer sur une autre thématique qui nous était assez intéressante de partager avec vous, puisque l'idée, c'était vraiment de comprendre ces différentes thématiques. Et donc pour ça, on va parler d'intelligence. Oui, pardon, on partage après. Parce que sinon, on mange là pour de vrai.
Donc là, on va faire encore un jeu assez marrant, je pense, avec vous. Donc, on a enfin le pourquoi vous avez un post-it rouge et un post-it jaune. Et donc, on va vous présenter des personnalités célèbres. Et c'est à vous de nous dire, à main levée, si c'est une personne, d'après vous, qui est intelligente ou inintelligente. Jaune est une personne intelligente, rose est une personne inintelligente. Donc là, on va prendre un peu de temps, justement, c'est pour ça qu'on débattra de la question précédente un peu plus tard. C'est bon ? Il a deviné le premier. On va commencer facile. On commence très facile. Alors, d'après vous, Einstein est intelligent. À l'unanimité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sur quoi vous basez pour dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager? Bon, on ne va pas s'attarder sur Einstein, mais... Il est connu pour avoir, on va dire, résolu des équations, enfin, et des problèmes à des choses auxquelles on se posait qui n'étaient pas à la portée de la plupart. Et surtout, on va penser différemment. Voilà, c'est ça. Donc, moyen de penser. Sa façon de penser est différente. C'est ça, sa manière d'aborder peut-être les problèmes, tout ça. Comme Galilée et compagnie. D'accord. Il a amené un changement de paradigme dans la physique de distribution. Ok, on va continuer. Notre personnage suivant. D'après vous, est-ce que M. Obama est intelligent? Ok, je pense que tout le monde est unanime. Qui veut se prononcer? Pour quelle raison? Pour quelle raison vous pensez qu'il est intelligent? Ok, donc vraiment la capacité d'adaptation et de conviction. Ok. Ok. Très bien. Et On va vous continuer. voulez dire quelque chose? Oui. Alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez penser de notre personnalité? Vous Ça faites. fait du bruit, c'est que ça... Là, nous, on prend absolument pas parti. Vous prenez, enfin, vous faites votre vote. Il n'y a pas de, voilà, de notre part. Déjà, Il y en a on commence plusieurs. Ok, pourquoi les deux? Est-ce que Bon. quelqu'un Les deux, il y a eu plusieurs, les deux. quelques rouges? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager? Pourquoi? Pas assez Assez de de recul, ok. Emmanuel Macron. Moi, je dis Rose parce que je pense qu'il a une intelligence intellectuelle, mais pas émotionnelle. Ok, intéressant. Intéressant. Donc là, on peut rester politiquement correct tout en disant que quelqu'un est inintelligent. Tout à fait. Oui. Moi, je dis qu'il est intelligent parce que c'est le président de la République. C'est pas faux, hein. C'est lui, pas nous, hein. Richard Branson. Enfin, tout le monde connaît Richard Branson, le PDG de Virgin. Ok. Tout le monde a l'air. Si, unanimité. Tout le monde est d'accord. Ok. C'est une personne très charismatique qui a su monter des business à partir de rien, qui a su aussi s'effondrer, se remonter et pour peut-être s'effondrer, mais c'est quelqu'un qui est hors norme. Donc si on change un peu d'environnement. Alors pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Shakira. Oui, bah écoutez, hein on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Peut-être que vous pouvez. Tu peux être sans avis, hein, Jocelyne. Hein. Pourquoi pas? Ouais. On n'est peut-être pas toujours binaire, hein. Il y a moins de bras levés, mais en tout Allez. cas, on est sur quand même de l'intelligence, là. Ok. Ok, intéressant. Allez, on va passer parce qu'on en a quand même. Il nous en reste 4. Greta Thunberg.
Ah, on commence déjà à grimacer pour ça. Il y a moins de personnes qui se prononcent. Hein. Pas avoir peur. Hein. Vous êtes mitigé. Pourquoi? Ok. D'accord. Ok, donc il y a une notion d'influence. Ok, d'accord, très bien. L'intelligence de la situation. D'accord. Ok, ça commence déjà un petit peu à faire parler. Prochaine partie. Ouh, je bégaye, j'espère que... Si je prends le relais. On change encore d'environnement. Complètement. Alors, on va voir qui la reconnaît. Ah, il y a eu des A hein, quand même. Il y a à peu près la moitié de la salle Donc, qui était sur mais qui c'est? Ouais. C'est Clara Morgan. Il y a de moins en moins de personnes qui votent. Est-ce que c'est pour pas se prononcer? Est-ce que c'est... Enfin, c'est une actrice de film pour adultes, une ancienne, qui s'est reconvertie dans l'animation, je pense, c'est ça? L'animation télé, etc. Tout à fait, elle s'est reconvertie très rapidement d'ailleurs. Hein. Ok, ça commence déjà un petit peu à faire débat. Il y a des personnes qui réfléchissent par rapport à tout ça. Je pense qu'on commence à créer l'atmosphère qu'on cherchait un petit peu. Ne Oui. vous inquiétez pas, ça va s'empirer. Parce qu'avec la prochaine personne déjà... Ah, là, on est mitigé. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire ok, manque d'intelligence émotionnelle. Ok. Donc peut-être intelligent dans d'autres domaines, mais en tout cas émotionnellement, non. D'autres personnes qui voudraient partager sur Hanouna? Pour dire qu'il est intelligent ou pas, hein, si vous avez des arguments, des choses à partager, ça peut être intéressant. Mais là, on juge plus un personnage, parce que même en série, aussi intelligent ou pas, on n'a pas expliqué. Lui, il a un personnage qui est assez trempé. Est-ce qu'il s'y reconnaît complètement dedans? Est-ce qu'il est content de ce personnage-là parce qu'il gagne de l'argent? Mais ça, moi, je trouve que ça ne me permet pas de savoir s'il est intelligent ou pas. Ok, ouais, c'est une position, bien sûr. Tout à fait. Depuis tout à l'heure, on ne fait que juger, en fait. Donc c'est pas que Cyril Hanouna, c'est depuis le début, on ne fait que juger selon nos perceptions, selon nos recommandations. Ouais, c'est le principe du jeu. C'est exact, c'est le but, parce que si on vous montre la prochaine personne qu'on a hésité à mettre, effectivement, le but c'était de créer quand même une sorte de... Ah bah alors justement, Mais est-ce que vous connaissiez vraiment Einstein d'un point de vue personnel? C'est notre faculté de mettre les gens C'est intéressant. dans des cases, en fait. Parce que moi, j'ai regardé une série, mais c'est romantisé. J'ai regardé la série Genius, qui montrait, soi-disant, enfin, la vie d'Einstein, de Picasso, etc. La manière dont ils le montrent, c'est quand même des gens qui n'avaient, enfin, socialement, ils étaient un peu en décalage. Ils ont fait énormément souffrir leur famille, leurs proches, leurs amis, etc. Après, ça reste, voilà, allez savoir la réalité, chacun. Voilà, mais c'est intéressant parce que si on voulait parler de ça et qu'on a mis une dernière personne, évidemment, volontairement. volontairement. Pardon? Par exemple. On aurait tellement pu en mettre. On aurait pu en mettre passer plein. la soirée à faire ça. On aurait pu en mettre plein. Finalement, on se rend compte, et vous l'avez vraiment fait ressortir, c'est-à-dire que là, ça commence à être un jugement de valeur. Vraiment, est-ce que la personne est bonne ou mauvaise? On a quelqu'un qui était mitigé. Oui. Mmh. Tout à fait, exactement. Et c'est tout le principe de cette partie, c'est de montrer en fait la complexité de définir l'intelligence. C'est exactement ça, et finalement la dérive qui fait que on associe intelligence finalement par un jugement de valeur. Si on tape intelligence sur Google, vous allez tomber sur des définitions du Robert par exemple, qui va vous donner la faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement, ou l'ensemble des fonctions mentales ayant pour l'objet la connaissance rationnelle. Ça, c'est vraiment ce que vous tapez sur Google. Il y a une autre citation qui peut être intéressante aussi, enfin en tout cas qui nous a plu, c'est celle de Jean Piaget, qui a écrit La psychologie de l'intelligence.
et qui disait que l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. C'est quand même assez joli. Est-ce que ça résume finalement, est-ce que ça définit l'intelligence? Allez savoir. Il y a une vraie complexité finalement derrière cette notion d'intelligence, et on va en parler, et c'est pour ça justement finalement, étant un domaine quand même qui est assez nouveau de recherche, c'est normal ça arrive souvent dans la science qu'il n'y ait pas de consensus sur la définition même de l'intelligence. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des théories sur l'intelligence, et ce soir on va en voir deux, on n'aura pas le temps évidemment d'en voir plus, pour montrer un petit peu les différences entre ces théories et qu'est-ce qu'on peut en dire. La première, c'est la plus célèbre, on va commencer par la théorie de Spearman, l'intelligence générale. Est-ce que vous connaissez cette théorie? Oui, non? Ok, je vous en parlais. Donc, elle a été développée en 1904 par quelqu'un qui s'appelle Charles Spearman. C'est une des premières et des plus influentes théories psychométriques de l'intelligence. Elle est basée sur deux concepts clés, l'intelligence générale, noté G, le fameux facteur G, et les aptitudes spécifiques, noté S. Le facteur G, c'est la capacité mentale centrale qui affecte les performances dans tous les domaines de la pensée et de la connaissance. Finalement, le but de Spearman, c'était de voir si jamais il y avait un facteur commun qui pouvait prédéterminer la réussite académique. Est-ce que si jamais on est bon en maths, on est aussi bon en français, on est aussi bon, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Donc il a fait des études, il a regardé, il a fait énormément de statistiques, il a croisé, il a vu, enfin, en tout cas lui, il en a fait ressortir le facteur G. Et puis il a rajouté, parce que apparemment ça ne suffisait pas, il a rajouté les aptitudes spécifiques, des choses, des variantes finalement, des variables qui vont pouvoir venir augmenter ou diminuer le score dans certaines catégories, dans certains domaines. Rapidement sur l'histoire, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant comme notion et comme théorie. En France, durant la même période, c'est quelqu'un qui s'appelle Alfred Binet qui avait la tâche de trouver quel enfant avait le plus besoin d'aide à l'école. Donc il a été aidé par quelqu'un qui s'appelle Théodore Simon pour réaliser un test qui s'appelle le test de Binet-Simon. Et c'est ce test qui donne le fameux score du QI. Il donne un âge mental et dérivé en score de QI. Je vous laisserai croiser de votre côté, mais c'est très très intéressant. Donc en France, Binet, lui, il croyait que l'intelligence peut être améliorée par l'éducation. Donc son rôle, c'était de trouver finalement un test qui pouvait dire, OK, tel enfant a besoin de plus d'aide, et puis celui-là, il peut se débrouiller plus facilement. Ce test, il a été exporté et traduit en anglais par quelqu'un qui s'appelle Henry Goddard, et il a été amené donc à l'université de Stanford ils ont créé le test qui s'appelle Stanford-Binet. Mais si en France, ce test était utilisé pour les enfants, pour leur apporter plus d'aide, aux États-Unis, il était donné aux adultes pour les classer par intelligence. Parce que Spearman, il pensait que le facteur G, donc le facteur d'intelligence générale, ne changeait pas avec l'âge et qu'il était aussi héréditaire. Et les recherches tendent à penser quand même que c'est plus ou moins vrai. C'est assez vrai. Mais c'est pour ces raisons que Goddard a utilisé ces tests pour le mouvement eugénique américain, qui a conduit certaines lois à forcer les gens qui n'atteignaient pas une certaine moyenne à être stérilisés en les traitant au passage d'idiots et d'imbéciles dans les papiers scientifiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que cette notion, cet amour-haine qu'on peut avoir pour le test de QI, on voit à chaque fois, tout le temps, finalement, il s'explique même à travers l'histoire. Il a été utilisé à des fins quand même pour aider les enfants, et dans un cas, pour finalement classer les gens par intelligence et puis après faire des choses qui sont vraiment assez horribles. Pour terminer sur cette notion, rapidement, comme toute théorie, il y a des impacts positifs et puis aussi il y a des critiques. Je vais rapidement, je ne vais pas toutes les lire. On peut dire en tout cas que ça a fait grandement avancer les recherches sur l'intelligence, donc ça c'est très très intéressant. C'est un assez bon prédicateur quand même de la réussite académique et professionnelle. Attention à ne pas confondre avec l'épanouissement. Mais voilà, on peut s'en servir pour dire qu'il a plus de chances de réussir et de gagner de l'argent, si on croise par rapport au test de QI. Par contre, au niveau des critiques, on peut parler que finalement, l'intelligence, est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus complexe que ça, qu'un simple facteur G? Et puis, ça a négligé certains facteurs comme environnementaux et culturels. Et puis, c'est limité dans la prédiction du succès également. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, les gens ont travaillé sur d'autres théories. Oui, c'est nous, on a fait les deux théories. Oui. Oui, il y a plusieurs itérations, on en est au 4, test de Weiss 4, et il va y avoir un 5 qui va sortir, je ne sais pas, dans les mois qui viennent, ou quelque chose comme ça. Donc le test a vraiment évolué.
Après, il est mis à jour. Ce qu'on ne dit pas, mais on en parlait rapidement, mais il faut savoir que le QI d'avant, il y a quelques années, est inférieur à celui d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois, on pondère et on ramène un petit peu la moyenne. Ce qui fait que quand on entend parler que le QI baisse, etc., il faut se méfier. On ne sait pas vraiment. Tu veux dire quelque chose, Franck? Oui, je crois qu'il a baissé depuis quelques années. Peut-être parce que voilà, on voulait le baisser pour faire en sorte que ça soit par rapport au passé, mais on n'y arrive pas parce que finalement il n'évolue pas comme on espérait. Voilà. Oui. On parlait tout à l'heure de plusieurs sortes d'intelligence. Il arrive. On fait un test de QI, voilà. Non, il est dit. Quand on fait un test. Non, dites-nous. Il y a plusieurs sortes d'intelligence, comme on disait tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mathématique, logique, etc. Tout à fait. Quand on fait un test de QI, on teste quoi en fait? La logique uniquement ou est-ce que c'est global? Non. Il y a plusieurs axes qui sont testés quand on fait le test adulte et enfant d'ailleurs. Alors, je ne suis pas du tout experte, je ne suis pas psychologue, je ne préfère pas m'avancer là-dedans. Vous pouvez trouver très facilement les dimensions, sauf si tu les connais de tête. Il y a logique, mathématique, il y a spatial également, etc. Et là, justement, on va parler de la théorie. On va continuer parce que sinon, on n'aura pas le temps. Oui, c'est vrai. Donc, forcément, on a vu l'intelligence générale et donc va avec celle-ci, l'intelligence multiple de Gardner. Donc, qui, lui, dans les années 80, a pu dire qu'il y avait des différentes intelligences et il n'était pas forcément en accord avec le fait qu'il n'y ait qu'une seule intelligence, comme ont pu le dire les précédents théoriciens. Donc, vous voyez que de manière assez globale, que ce soit l'intelligence générale ou multiple, ça remonte au maximum à 1904. Donc, c'est quand même très récent. Les recherches, que ce soit en neurosciences, toute la dimension cognitive, etc., sont très récentes. On va le voir juste après avec une autre notion, mais ça continue d'évoluer aujourd'hui puisque les recherches, elles sont assez lentes sur tout ce domaine-là. Je m'écarte. La théorie de Gardner, donc à la base, comme tu le disais Franck, il y en avait 7. Aujourd'hui, il y en a 9, 10, en fonction de ce que l'on peut trouver. Donc on les a remises. Si on reprend tout ce que l'on a pu dire sur les personnalités qu'on vous a montrées tout à l'heure, je vais prendre l'exemple de l'intelligence corporelle. On peut avoir un grand sportif de haut niveau qui va exceller dans son domaine et pourtant qui ne va pas savoir aligner 2 mots correctement. Et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est bête, ça peut juste dire que son intelligence est ailleurs. Donc là, on a repris la citation de Howard Gardner qui dit justement que pour lui, l'intelligence, elle a évolué dans son ensemble. Donc, il faut que le concept soit remis en question, que les choses évoluent, les gens évoluent. On ne va pas rentrer dans un débat social, mais en tout cas, ce n'est plus d'actualité. Pour reprendre de manière très rapide les avantages ou les critiques de l'intelligence multiple, donc on peut voir qu'il y a une validation des aptitudes non académiques. Donc là, on vient mettre en lumière des éléments qui ne sont pas liés juste à « j'ai eu un 20 sur 20 à l'école, c'est génial, tout va bien, je suis le meilleur et je suis le plus brillant ». Là, on va aller vraiment sur des dimensions qui nous appartiennent, mais... Ah non, je vais juste dire aussi, pour prêcher ma paroisse, que c'est bien pour le développement personnel. Mais par contre, c'est controversé également puisqu'on a un risque de catégorisation. De manière assez globale, l'idée n'étant pas non plus de rentrer dans l'hyper-étiquette, encore une fois, où je suis sportif, je ne sais pas aligner 2 mots, donc j'ai juste une intelligence corporelle. Ce n'est pas l'idée du tout, donc c'est pour ça que toutes les théories, aujourd'hui on vous en présente 2, elles ont aussi leurs limites. Finalement, on revient à l'idée, on en a parlé tout à l'heure, que finalement, dire que quelqu'un est intelligent, c'est porter un jugement de valeur. C'est le psychologue Paul Guillaume qui en parlait dans les années 1900. Et c'est ça qu'on voulait faire ressortir finalement aujourd'hui avec cette notion. On l'a vu déjà dans la normalité, on le voit encore à nouveau dans la notion d'intelligence. On a une question, en fait, on a une dernière personne pour qui on aimerait que vous identifiez l'intelligence. Et cette dernière personne, finalement, c'est vous. On aimerait que vous preniez 3 minutes, 2-3 minutes, vous puissiez marquer sur votre post-it quelle intelligence unique ou quel talent croyez-vous apporter à votre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Pas faire souffler les réponses à ses collègues. Les autres voient mieux ça chez nous. Eh ouais, mais c'est le but du jeu, là, de pouvoir trouver soi-même ses intelligences. Finalement, c'est intéressant de se servir de ces informations pour
quoi définir sa propre intelligence, c'est qu'est-ce qu'on a apporté finalement à son environnement de travail. C'est ça, si vous prenez vraiment profiter de cette minute pour écrire ça, et puis après, pour l'utiliser pour vous. On va manger. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Je crois que ça a l'air pas mal dans l'ensemble. C'est des choses à garder pour vous, hein. On ne va pas en débattre sur le fait que vous soyez intelligent ou pas, vous inquiétez pas, on ne va pas, nous, tous les deux, lever des petits cartons jaunes ou rouges. Hein? Allez, on continue pour qu'on puisse finalement faire le lien, vous avez compris. On a démarré sur la normalité, on a continué avec l'intelligence, on va enchaîner avec finalement avec la neurodiversité. Parce que qu'est-ce que c'est la neurodiversité? C'est finalement des gens qui sont peut-être considérés anormaux d'un point de vue cognitif. Donc le lien nous paraissait plutôt intéressant, finalement. Et on va pouvoir aborder cette thématique qui nous est vraiment chère, en commençant par la définition et l'origine. Alors de la théorie très rapide, bien sûr. Comme je vous disais tout à l'heure, on a pu voir dans les théories que tout ça arrive finalement assez récemment. En 1998, Judith Singer est une psychologue australienne, psychologue-sociologue, a commencé ses travaux sur toutes les différences neurologiques qui composent le genre humain. À la base, le terme neurodiversité a été utilisé par des associations de personnes autistes dans un objectif de déstigmatisation. J'ai réussi. C'était la première fois. Le prochain, il est simple. Ouais, merci. Franchement, je n'ai jamais réussi aujourd'hui. Donc l'approche est vraiment de pouvoir démédicaliser les pathologies dites mentales, notamment sur la diversité des modes de pensée. En fait, à la base, ils pensaient que c'était uniquement psychiatrique, donc sur des personnes avec de lourdes pathologies, etc. Donc là, c'était vraiment de pouvoir un petit peu vulgariser le terme et démédicaliser. On a listé de manière assez non exhaustive, évidemment, une liste des différents profils neuroatypiques que l'on peut voir. Donc le TSA, le TDAH, les 10 et les HPI. Je te gêne? Pourtant, je ne suis pas grande. Alors prenez pas peur sur les termes, on va aborder juste après. Ne vous inquiétez pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ça a démarré avec le spectre autistique, et après, petit à petit, eh bien, certaines personnes se sont greffées dessus. C'est un peu comme le mouvement LGBT, qui finalement s'est agrandi, ont rajouté des lettres. Et ce qu'on peut faire ressortir finalement de ça, c'est que, eh bien, il y a des gens qui se sentent vraiment à part, qui sont vraiment isolés, et qui ont besoin finalement de cet aspect communautaire pour finalement montrer au monde qu'ils existent et qu'ils peuvent prendre une place, qui peuvent être intéressants et qui peuvent vraiment apporter au monde. Donc c'est pour ça finalement que ces communautés voient le jour aujourd'hui. C'est vraiment une vraie lutte finalement pour montrer que ces personnes existent, qu'on existe, je pourrais dire d'ailleurs aussi, et que finalement il y a une place à faire et à prendre et beaucoup de choses à apporter à différents environnements. Tout à fait. Et pour terminer, donc, tous ces aspects influencent de manière assez globale donc, les pensées, l'imagination, les sens, les émotions et bien évidemment la manière que l'on a de traiter les informations. Donc ça, on pourra le reprendre peut-être plus en débat à la fin, si vous voulez, sur les différentes caractéristiques de ces profils-là. Et donc, on va reprendre nos chères célébrités. Donc d'après vous, qui est quoi? Maintenant que vous savez ce qu'est la norme, ce qu'est l'intelligence. Est-ce que vous savez? Ils ne sont pas forcément tous neurodivergents, mais dans le lot, il y en a qui sont reconnus, qui sont déclarés, et puis il y a d'autres qui ont des fortes suspicions. Donc on va l'annoncer, hein, on n'est pas là en train de dire que ces personnes les voient. Sur des suspicions que vous avez, parce non. Que sinon, non, il y a... savoir ça, on peut les diagnostiquer, ces personnes-là. Ouais, on y est allé, Einstein, on est allé le voir. Non, bien sûr, on a fait des recherches, évidemment. Einstein, on n'y était pas, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Il n'y en a pas du tout? Aucun? Ok. Ok. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est la plus évidente. Hein. Elle a communiqué dessus. TDA, c'est, pardon? Et non. On ne peut pas le dire parce que c'est peut-être ou peut-être pas, c'est pas vérifié, c'est pas annoncé par lui, donc non. Hanouna, non. Là, on n'est pas dans le classement des intelligences, on est vraiment sur le
Les profils multi. les profils atypiques. Par exemple, il y a une personne qui est HPI dans le lot. Qui ça peut être? QI 140. Non, Vas-y. non, on ne sait pas. Moi, c'est le deuxième en partant de tout en bas. Oui, oui. Alors pareil, à Hitler, on n'a pas pu avoir de diagnostic à proprement parler, mais par contre, c'est qu'il pas aura Hitler à accepté qui un on pose des références. Je ne pense pas qu'il aura accepté un diagnostic. C'est vrai. Mais en tout cas, HPI, quelqu'un qui l'a trouvé dans le public, effectivement, c'est Shakira qui a un QI de 140. Voilà, intéressant de savoir. Ok. Einstein, vous direz quoi? Pardon? 10? Il y a des suspicions de trouble 10 et d'autisme pour Einstein, mais ce n'est pas vérifié. C'est plutôt en analysant ses écrits, etc. Il vous manque Oui, il nous manque TDA. ouais. 2 TDA. Non. Mais ce qui est marrant, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, en fait. Pourquoi Macron, TDAH? Non, non, pas du tout. Justement, on sent rester... Ça se tient, hein, on devrait demander à son psy. Oui. Mais c'est pas pareil, c'est pas vérifié. Non, par contre, il y a 2 personnes qui ont communiqué sur le TDAH. C'est Richard Branson, et qui est aussi dyslexique, et Clara Morgan, qui est TDA. Donc pas d'hyperactivité. Mais, Bien que quand on l'écoute parler... Ok. Et pour les autres, vous voyez quand même, on ne les a pas choisis au hasard non plus, mais c'est intéressant parce que finalement, il y a des gens qu'on ne suspecte pas d'avoir ces profils-là, mais finalement, peuvent avoir ces profils et vivre complètement bien. Alors pour rester dans les définitions, puisque là on a différents termes qui sont ressortis, donc TSA, trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça, c'est des profils qui vont avoir des caractéristiques qui sont communes, mais pas que. Le TSA va avoir des différences dans la communication sociale et des comportements. Le TDAH va avoir surtout un très haut niveau d'inattention, d'impulsivité et dans certains cas d'hyperactivité, donc quand il a un H. Les 10, ils sont plutôt nombreux. Donc de manière assez globale, ils affectent l'apprentissage. Donc la dyslexie, ça va être lié à la lecture, la dyscalculie liée aux maths, la dyspraxie liée à la coordination. Et pour terminer, la définition du haut potentiel intellectuel, donc c'est un profil qui se réfère à des aptitudes exceptionnelles dans un ou plusieurs domaines de la pensée, tels que la résolution de problèmes, la créativité et l'apprentissage rapide. Ça, ce sont des notions assez scientifiques qu'on a trouvées, comme tout à l'heure sur le petit Robert. Là. Chaque personne ne veut pas forcément avoir cette étiquette-là, puisqu'on est sur de l'humain dans le sens large. Chaque TSA va être différent, chaque TDAH va être différent, etc., etc. Puisque chaque personne va avoir des caractéristiques qui lui appartiennent en fonction de son environnement et en fonction de là où il a grandi depuis toujours, en fait. Sur cette même thématique, il y a sur la thématique de la neurodiversité, il y a une citation qui nous paraissait intéressante de vous partager finalement, de Thomas Armstrong, psychologue américain, et qui disait qu'on ne pose pas de diagnostic sur un désordre de la pigmentation de la peau sur une personne qui est noire, ça serait raciste. Et pourtant, de la même façon, il faut qu'on cesse de pathologiser les enfants qui présentent différents types de fonctionnement cérébral et de manières de penser et d'apprendre différents. Elle est intéressante finalement cette citation parce que ce qu'on fait aujourd'hui finalement avec des gens qui sortent de la norme et qui ont des façons de voir le monde, d'envisager le monde, puis d'exprimer leurs différentes formes d'intelligence, c'est des choses qu'on a pu faire sur différents domaines. Par exemple, il y a quelques dizaines d'années pour les gauchers, on disait qu'il ne fallait pas qu'ils soient gauchers, donc on les forçait à écrire de la droite et ça en faisait des gauchers contrariés. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec des personnes qui fonctionnent différemment et qu'on écarte un peu du système, et en tout cas sur lequel il y a la plupart du temps un manque d'adaptabilité de l'environnement. Et en fait, on voulait faire aussi une analogie sur ça.
avec une colonie d'abeilles. Il faut savoir que dans une colonie d'abeilles, il y a certaines abeilles qui sont appelées des éclaireuses, et leur rôle, c'est d'explorer les territoires pour trouver de nouvelles sources de nourriture. Et elles présentent des comportements plutôt aventureux, avec une grosse prise de risque. Et c'est des caractéristiques finalement qu'on peut retrouver, qui pourraient être comparées à l'hyperactivité et à l'impulsivité qui est observée chez les personnes qui ont un TDAH. Si vous prenez cette même abeille et que vous l'enfermez dans la ruche, et que vous la mettez à part, je pense qu'elle serait particulièrement triste, voire elle se laisserait mourir. Et on fait plus ou moins la même chose avec des gens qu'on met dans des environnements de travail qui ne correspondent pas du tout à ces personnes-là, parce qu'ils ont plein d'autres talents à apporter à l'environnement. Et finalement, après, on s'étonne que ces personnes partent en burn-out ou finalement soient inadaptées à ce monde. On va encore vous mettre à contribution. Alors là, vous avez le droit d'être évidemment en groupe, ça va être plus sympa. On reste dans le domaine des ressources humaines, donc il fallait faire le lien évidemment avec l'entreprise. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir travailler avec ces profils-là? Donc on a repris des caractéristiques, difficulté de communication verbale, hypersensibilité, hyperfocus, difficulté d'organisation et de gestion du temps, tendance à se disperser. Ça, c'est des éléments que l'on voit, je dirais, chez un peu tout le monde, entre guillemets, dans l'entreprise. Mais en tant qu'RH, comment on peut faire pour justement, avec les comportements qu'on vous a mis à côté qui sont négatifs, les transformer en positifs et que ce soit valorisant pour votre entreprise? Donc là, prenez 10 minutes. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais prenez 10 minutes pour essayer de trouver des éléments positifs à chacune des caractéristiques qu'on vous a notées. Vous pouvez travailler en groupe. Là, vous voyez, vous êtes 3, 4, etc. Travailler en groupe, vous puissiez discuter, c'est quand même plus intéressant de le faire en groupe. Et puis après, il y aura une personne du groupe qui pourra nous partager des choses qui pourraient être intéressantes. 10 minutes sont passées. J'ai l'impression que ça veut... que ça a fait parler. Qui souhaiterait prendre la parole? Une personne par groupe, peut-être. ça fait plaisir de voir cet engouement, cet enthousiasme. Oui. Je sais pas comment vous voulez qu'on les prenne. Comme vous voulez. Les unes derrière les autres. Moi, la première, je n'ai pas été très inspirée, je l'avoue, plus sur les autres. Sur la première, je me suis juste dit que c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre la parole, aurait peut-être plus de facilité à le faire par écrit et donc à travailler sur l'aspect organisationnel et rationnel, sur un travail individuel pour le coup. L'hypersensible, je l'aurais bien mis en observateur, en position méta dans une réunion par exemple, pour capter les autres et comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement pouvoir faire une restitution à celui qui dirige la réunion. L'hyperfocus, je l'aurais bien mis en fin de projet pour pouvoir finir quelque chose. Parce que moi-même par exemple, je suis tout à fait l'inverse. Je sais à la fois organiser mais j'aime pas finir. Et j'avoue que quand je mettais en place un projet, je préférais démarrer, donc c'est la quatrième en fait, et avoir quelqu'un qui soit bon dans le démarrage, qui va motiver, qui va avoir peut-être des problèmes d'organisation sur le long terme, mais pas pour démarrer, et qui en revanche sera content de trouver quelqu'un qui sera plus focus pour pouvoir finaliser derrière lui. Et celui qui a tendance à se disperser, je le verrais bien dans un brainstorming, pour démarrer et donner justement une impulsion et en fait des axes de réflexion à tout le monde. Merci, super. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait reprendre un peu ces caractéristiques? Vous avez fait peur à tout le monde. De ce côté, vous aviez l'air plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Est-ce que vous voulez partager ce que vous avez fait? Dont aussi des procédures écrites, mais pas que, et aussi éventuellement ralentir le rythme général de la communication et de développer une écoute entre les différentes personnes, en fait, qui fait ce que finalement on profite à tout le monde et pas que à la personne qui a des difficultés. Donc une culture de l'écoute. Après, sur l'hypersensibilité, c'est de détecter un peu les signaux faibles dans une organisation et aussi de pouvoir du coup travailler sur un début de dysfonctionnement en fait avant que ça prenne de l'ampleur pour
avec cette capacité souvent d'observation qui est très développée. Après, le troisième hyperfocus, en fait, c'est de développer des process ou de travailler sur des sujets qui demandent une grande rigueur ou sur des sujets critiques ou qui demandent une grande rigueur. Et des audits, en fait, vraiment des choses que peuvent être aussi vécues comme réparatives par d'autres personnes. Le quatrième difficulté d'organisation, en fait, c'est d'apporter une vision plus globale et souvent de la créativité aussi, sans dire de côté artistique, mais d'être plus sur des postes ou sur des tâches d'innovation, de réflexion, un peu de décalage, où on peut se permettre justement certains décalages. Et le dernier, c'est de développer la capacité multitâche pour notamment en gestion de projet ou toutes sortes d'activités où ça a un vrai intérêt de mettre son nez dans tous les sujets. Super, merci. Allez, vas-y. Non, mais je sais ce que c'est. Je vais rentrer chez moi, ça va être pareil. T'inquiète pas. Pour la première, moi j'ai demi parce que moi avec un de mes copains, je fais un projet. Et pour la première, quelqu'un comme ça pourrait me faire penser à plein de choses. Donc du coup, ça serait bien. Donc, je pourrais plein de les noter et au moins on pensera à tout. Merci. D'autres personnes voudraient parler? Tout est dit alors. OK, très bien. Est-ce que, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais vous êtes tous OK par rapport à ces différentes caractéristiques? Je pense notamment à l'hypersensibilité, tout ça, c'est des notions qui vous parlent? Oui. OK. On a fait écho, vous avez parlé de ce côté bruit, etc. Là, on est sur de l'hyperesthésie, et effectivement, c'est une autre caractéristique qu'on n'a pas notée ici, mais qui fait partie des profils neuro-atypiques et qui est très compliqué à gérer, surtout dans des open space ou ce genre de choses. Mais qui est souvent attaché à l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, il y a le trop-plein émotionnel et le trop-plein au niveau des sens aussi, l'hyperesthésie. Il y a les deux souvent qui sont regroupés. En fait, on retrouve dans ces caractéristiques de tous les profils qu'on a vus. Au départ, on voulait justement tourner la présentation comme ça, en mettant à chaque fois à quoi on faisait référence. On s'est rendu compte qu'ils revenaient tous à chaque fois. Le premier, on est sur du TDAH. On va avoir beaucoup de difficultés de compréhension, mais c'est une sensation d'avoir une problématique de communication. TSA ? TSA, pardon. Tu dis quoi ? Bon, TSA. L'hypersensibilité, c'est pareil, on la retrouve de partout, dans tous les profils que l'on a pu voir, etc. etc. C'est exactement, en fait, c'est ce qu'on appelle du livre de Marielle Barbe sur profession slasher, parce qu'on n'a pas parlé ce soir. Cécile nous a fait remarquer qu'on n'a pas parlé de deux. On parle de slasher plus comme un mode de travail, le fait d'accumuler plusieurs activités. Mais Marielle Barbe, dans son livre, parle justement de singularité commune entre les personnes qui slashent. Et moi, j'aime bien cette terminologie de dire que même si on reste des individualités avec évidemment des choses qui nous sont propres, des besoins qui nous sont propres, une zone d'excellence, etc., une zone de génie, appelez ça comme vous voulez, on a souvent des singularités communes, des choses qui vont nous rassembler. Nous, on a énormément de personnes, par exemple, qui viennent nous voir, qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, qui disent hypersensibles, d'autres qui vont avoir beaucoup de mal justement à terminer un projet, ils vont démarrer, ils vont, avec leur enthousiasme débordant, finalement, ils vont apporter énormément d'énergie, puis après, petit à petit, ça va s'estomper, et ils vont connaître des cycles de passion puis d'ennui, etc. Donc il y a plein de singularités qu'on a arrivé à détecter, mais c'est dur de vous dire finalement de classer et de dire, OK, les TSA sont comme ça, les TDAH sont comme ça, etc. Évidemment, dans le TDAH, il y a la notion d'impulsivité, il y a la notion de prise de risque, il y a ces notions-là qui reviennent effectivement, mais après, il n'en reste pas moins qu'un TDAH peut être HPI, il peut être aussi 10, etc. Donc, je veux dire, ça reste... comme dirait, en fait, j'ai démarré le projet Cameo avec quelqu'un qui s'appelle Stéphanie Schoen, que j'apprécie énormément, et qui, elle, est dyscalculie.
et qui dit que finalement, nous on parle de multipotentialité, c'est un terme qui n'est pas défini, donc c'est vrai qu'il n'est pas parfait ce terme, on dit que justement on a plusieurs potentialités et qu'on peut les développer, et que les gens qui sont multipotentiels ont énormément de curiosité, veulent faire énormément de choses, et souvent vont se diriger vers des profils un peu plus généralistes. Mais elle disait que, elle utilise une image que j'aime beaucoup, c'est en fait la multipotentialité, le TDAH, hypersensibilité, on est des oignons, et c'est que des pelures de notre oignon, quoi. C'est pas ça qui nous définit dans notre entièreté. C'est juste une facette de nous. C'est tout. Pas plus que ça. Donc, vous dire finalement que un TSA, il est comme ça, un TDAH, il est comme ça, ne serait-ce que même appeler quelqu'un un TSA, un TDAH, ou même nous, la plupart du temps, on a commencé sur le site internet, sur Cameo, à appeler les gens, chaque fois qu'on parlait multipotentiel, on disait toujours les profils multipotentiels. Les profils multipotentiels, on avait du mal à dire finalement les multipotentiels. Aujourd'hui, on le fait le raccourci, mais on ne veut pas que les gens finalement arrivent chez nous. Nous, on croit fermement que finalement, notre travail, il n'est pas là pour rajouter une étiquette supplémentaire à quelqu'un qui se sent en dehors des cases. C'est juste, OK, tu as peut-être des fonctionnements qui sont différents, on va t'aider à mieux te comprendre pour pouvoir finalement exprimer tes potentiels, pour pouvoir vraiment apporter tout ce que tu as à apporter au monde. Parce que moi, j'ai failli passer à côté de tout ça, donc c'était important pour moi de le faire. Et après, libère-toi finalement de cette étiquette supplémentaire parce que tu es une personne. Tu n'es pas, enfin, comme on disait, je vous invite à regarder par exemple la conférence de Gounel sur le qui nous sommes, et il dit on n'est pas un prénom, on n'est pas notre corps, on n'est pas nos possessions, etc. C'est très intéressant ce dont il parle. Eh bien, c'est pareil, on n'est pas une condition finalement, ça ne nous résume pas dans notre entièreté. Mais par contre, le message de ce soir qu'on voulait faire passer, c'est que malgré ce fait que ça ne nous résume pas dans notre entièreté, on a quand même ces fonctionnements qui sortent de la norme et qui sont différents. Il est important finalement que l'environnement de travail, la société puisse reconnaître ça et puisse reconnaître tous les talents qu'on a apportés. Donc pour nous, ce soir, c'était important de pouvoir parler de ces sujets-là. On ne voulait pas venir en vous disant « il faut que vous fassiez ça dans votre entreprise, il faut que vous fassiez ça » et être en donneur de leçons, parce qu'encore une fois, ça reste du cas par cas. C'est important finalement de faire un diagnostic de où vous travaillez, des gens avec qui que vous voulez intégrer, et également de votre environnement de travail, de vos objectifs finalement, et pour pouvoir construire un environnement qui puisse favoriser l'expression des talents que vous recherchez. Mais ne pas écarter d'un revers de main tous les gens qui sont anormaux et qui sortent de la norme, parce que ça serait vraiment dommage. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait finalement faire passer comme message. Oui. Ce qui est vraiment très, vous avez raison, ce qui est très compliqué, c'est d'identifier en fait les personnes, et que les personnes d'elles-mêmes, on parle, parce que c'est vrai qu'on est en un monde sur la performance, sur un monde qui est très rapide, qui veut aller vite, et où il y a le résultat qui est l'objectif principal. Et c'est vrai que les personnes n'ont pas forcément s'identifier, et les managers, les équipes ne vont pas forcément prendre le temps de faire attention à ces différences et à les identifier comme des caractéristiques particulières. Et on va plus avoir tendance à dire que c'est juste une personne qui ne comprend pas, qui est bête, qui ne percute pas, ou peu importe quelle va être la réflexion, mais elle va être beaucoup trop cataloguée trop rapidement. Et c'est vrai que ça n'encourage pas les personnes à parler et à s'identifier aussi comme ça. C'est ce que j'allais dire. Là, on en revient à cette notion de jugement. Donc, soit la personne, elle le sait et elle ne va pas oser le dire parce qu'elle va avoir peut-être peur, honte de se dire bah, oui, je suis HPI, ou oui, je suis comme ça, je suis différent, et donc ça pose problématique. Il peut y avoir aussi la peur de répréhension derrière, de perdre son poste parce que peut-être une personne TSA va avoir un peu plus de mal à s'adapter, etc., etc. Et donc, l'intérêt est, comme le disait Julien, on ne peut pas aujourd'hui apporter des solutions à tout le monde comme ça, ce serait trop facile. Chaque entreprise a ses problématiques, ses ressources et ses besoins. Et donc, c'est là où, par exemple, nous, on va pouvoir intervenir et accompagner ces personnes-là, et notamment les managers. C'est un peu comme les parents de ces profils. On va pouvoir accompagner dans la compréhension, dans le quotidien, et pas de tout révolutionner et diagnostiquer. Ce n'est pas du tout notre rôle. En fait, notre positionnement, c'est le même que pour les particuliers, c'est-à-dire chez Cameo. Nous, on prend le fait qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation du parfait multipotentiel, du parfait HPI, etc. Ceux qui vous disent le contraire, finalement, ils essaient de vous vendre un peu du rêve et du vent. C'est vraiment du cas par cas en fonction de vous et qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde. Il y a autant de TSA que de personnes diagnostiquées TSA, etc., surtout les profils. Mais ce qu'on amène finalement, c'est une compréhension par rapport à ces particularités, ces singularités communes, comme je disais. On peut finalement gagner du temps sur le fait d'utiliser ces talents-là,
ces particularités-là comme des talents, des choses qui nous distinguent. Oui. Je peux témoigner parce que nous, on a des profils un peu différents chez nous et on a des HPI et des TSA reconnus, on va dire. Mais avant de les reconnaître, on a eu une super mauvaise expérience d'un TSA qui était mal agi par quelqu'un qui le trouvait mou, enfin qui a failli sortir en fait de son poste parce qu'il ne collait pas. Et en fait, on l'a changé d'équipe. Et en changeant d'équipe, alors le manager est HPI, donc avec du trouble autistique, etc. Donc sans doute qu'il a Ça faisait écho. Voilà, et le gars en fait est excellent et il est là et on veut absolument le garder. Il a fait des trucs juste magiques. Et donc c'est vrai que de ne pas être à la bonne place avec les bonnes personnes, ça peut vraiment être catastrophique. C'est intéressant ce que tu dis. Pardon. Je vais ajouter une petite caractéristique qu'on n'a pas donnée. Mais tu dis il y a eu un matching entre ces deux personnes, mais effectivement, de manière assez globale, on dit souvent dans le domaine des HPI, qui est plus ma spécialisation, on est en Wi-Fi, on s'attire, ou en Bluetooth, je ne sais pas trop comment vous voulez le dire, mais vous êtes dans une assemblée, vous allez vous retrouver à parler à une personne qui arrive de nulle part et on va se rendre compte qu'il y a énormément de points communs, de singularités communes, etc. Et c'est très très souvent lié. Et ça fait des étincelles après en entreprise. Je trouve qu'il y a une attention très forte à avoir sur la sémantique qu'on utilise. Vous l'avez un peu nommé, mais moi je me place du côté d'une jeune fille qui est cataloguée TDAH. Et en fait, elle est identifiée à ça maintenant et donc elle ne peut même pas progresser dans les endroits où ce serait possible de progresser. Donc moi je crois que c'est vraiment très important de ne pas dire je suis, mais j'ai un syndrome de HPI. Comme on dit, je suis en situation de handicap, je ne suis pas une handicapée, sinon on confond l'identité de la personne avec sa caractéristique. On en revient au jugement de valeur, à l'étiquette et ce qu'on disait tout à l'heure. Clairement. Et c'est une parfaite transition vers notre conclusion, qui est la neurodiversité souligne un changement de paradigme de la déficience à la différence, en mettant l'accent sur les capacités et les compétences plutôt que sur les limitations. Merci. Merci, mais il vous reste encore un peu de travail. Sinon, c'est pas drôle. Finalement, on avait envie de vous retourner à la question de ce soir, qui est comment valoriser ces talents à la lumière de toutes ces informations-là. Vraiment de réfléchir de votre côté, ok, comment finalement on va valoriser ces talents dans votre entreprise, de prendre le temps de réfléchir à cette question-là. Je pense qu'on a vu assez de notions, etc., pour finalement comprendre, mais on l'a vu, je pense qu'on l'a abordé avec la question précédente. Mais voilà, on vous invite à y réfléchir. N'hésitez pas à débattre après. N'hésitez pas à venir nous voir si jamais vous avez des questions. Oui, bien sûr, on s'en va pas. Voilà. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.